En 1961, le président John F. Kennedy envoie secrètement des soldats au sud du Vietnam, ce qui devait être une courte opération secrète au sein de la guerre froide, est devenu le conflit le plus controversé de l'histoire des États-Unis. We are going to win. One of the largest peace demonstrations in history was held in Washington. The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate. Une accumulation d'événements gravés dans l'histoire qui ont transformé l'Amérique et le reste du monde pour toujours, avec des conséquences culturelles et sociales qui impactent toujours notre quotidien. We will not be humiliated. We will not be defeated. Mais comment un conflit qui s'est déroulé à 14 000 km de là a-t-il pu autant polariser les États-Unis ? Stop the bombing and stop the war. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur le terrain vietnamien pour que ce conflit entraîne une telle perte de confiance de la population en son gouvernement ? Et surtout, pourquoi les États-Unis ne s'en sont-ils jamais totalement remis ? Aujourd'hui, je vous raconte comment la guerre du Vietnam a déchiré l'Amérique. En 1974, deux événements changent l'histoire des États-Unis. D'abord, Richard Nixon démissionne suite au scandale du Watergate, on va en parler tout à l'heure. Mais à peine un mois plus tard, son successeur, Gerald Ford, signe la loi qui pose les bases permettant à des millions d'Américains de cotiser pour leur retraite dans le privé, aujourd'hui devenue une norme. Moi par exemple, tous les mois, en plus de cotiser pour une retraite fédérale, un peu comme en France, une partie de mon salaire part automatiquement dans un compte épargne coté en bourse, pour ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. En France, ce principe est loin d'être majoritaire, mais de plus en plus de Français s'y intéressent, et un des meilleurs moyens de commencer, c'est d'utiliser Trade Republic, sponsor de cette vidéo. Trade Republic, c'est une banque mobile avec 10 millions de clients, dont 1 million de Français qui leur font confiance pour les paiements du quotidien et pour investir à long terme. Leur carte Mirror est non seulement super classe, mais reverse automatiquement 1% net de vos dépenses dans un plan épargne grâce au SafeBack. Par exemple, si vous dépensez 100 € de course, 1 € sera automatiquement réinvesti dans un plan épargne de votre choix, qui pourra éventuellement croître à long terme en fonction des marchés financiers. Ça vous permet de placer de l'argent facilement, sans jamais vraiment y penser. Je le dis souvent, mais je ne parle évidemment pas ici de trading pour devenir riche, mais de placement à long terme pour préparer son avenir. Vous pouvez découvrir Trade Republic via mon lien en description et ouvrir un compte en 5 minutes. Et si vous avez des questions, leur service téléphonique est disponible 24h/24 et 7 jours sur 7 pour vous aider. Merci encore à Trade Republic de soutenir la chaîne depuis plusieurs années. Nous sommes le 14 septembre 1945 à New York, il est 19h03 et à Times Square, tout le monde a les yeux rivés sur la tour du New York Times. Les écrans d'information du journal viennent en effet d'afficher une incroyable nouvelle, le Japon vient de capituler, la Seconde Guerre mondiale est terminée. Tens of thousands of proud American flags dotted the square, and as the day wore on, hilarity reached a high peak. Des annonces qui provoquent partout sur la place des explosions de joie. On s'embrasse, on se saute dans les bras, mais surtout, on est sûr d'une chose, que pour le pays le plus puissant du monde, celui qui n'a jamais perdu une guerre mondiale, l'avenir ne peut qu'être radieux. D'autant que, à cette époque, les Américains sont convaincus d'être dirigés par des hommes providentiels, des sortes de héros qui font toujours passer les intérêts du pays avant les leurs, comme Franklin Roosevelt qui, pour faire face à la Grande Dépression de 29, n'a pas hésité à lancer le New Deal, la toute première série de réformes économiques interventionnistes de l'État. I pledge myself to a new deal for the American people. Je ne dis pas là qu'à l'époque, personne ne s'opposait au président ou avait des avis politiques différents. Mais contrairement à aujourd'hui, la figure du président était respectée et on avait tendance à lui faire entièrement confiance. Et force est de constater que les années qui suivent ne leur donnent pas de raison de douter de l'altruisme de leur président. Lors des mandats de Harry Truman et Dwight Eisenhower, le PIB augmente, les banlieues riches se multiplient, la société de consommation se développe, la télé apparaît et la pauvreté recule. Même les inégalités entre les Noirs et les Blancs, encore très présentes à l'époque, semblent diminuer. Seul ombre au tableau, la peur du communisme. Raison de plus pour faire totalement confiance au gouvernement, la menace semble si forte que les élus de Washington sont vus comme protecteurs. Il faut dire que, ces dernières années, l'idéologie soviétique se répand à vitesse grand V. Et ça, notamment en Asie. La Corée du Nord est déjà tombée, la Chine aussi, et on craint que par, je cite, effet domino, le Vietnam soit le prochain sur la liste. Military action in Indochina. French regulars land along the coast in search of roving communist bands. For France, it represents a tremendous sacrifice of manpower and financial resources.
Without American help, the burden would be too great. En pleine guerre d'Indochine, les États-Unis étaient prêts à proposer les solutions les plus radicales pour aider les Français à conserver le territoire, comme l'a raconté notre ministre des Affaires étrangères de l'époque. Nous étions au Quai d'Orsay et Foster Dulles se rendait à Genève où j'allais le rejoindre 2 jours après. Il me dit « Et si nous vous donnions 2 bombes atomiques ?» Je suis le seul témoin, nous étions 2. Il affirme, le sénateur secrétaire Dulles offered me 2 atomic bombs. 2 never 1, never 3, 2. Mais malgré l'envoi d'aides financières américaines et de conseillers militaires dès le début des années 50, l'ancienne colonie française se scinde en 2. Le Sud, pro-capitaliste et allié des États-Unis, qui cherche à consolider son indépendance, et le Nord, communiste, qui lance en 1959 une opération pour réunifier le pays par la force. I can indicate to you why it is so vitally important. Here's Indochina. If Indochina falls, Thailand is put in an almost impossible position. The same is true of Malaya with its rubber and tin. Ainsi, le 20 janvier 1961, lors de son discours d'investiture, le nouveau président, John F. Kennedy, fait la promesse suivante aux Américains. We shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, to assure the survival and the success of liberty. Un discours qui vaut à ce président super populaire une salve d'applaudissements. Il faut dire qu'il ne cite jamais le Vietnam et ne dit pas non plus ce que ça signifie vraiment. Kennedy va transformer secrètement le soutien financier et de conseil au Vietnam du Sud en réelle aide militaire bien plus active. A Republican National Committee publication has said that you have been less than candid with the American people as to how deeply we are involved in Vietnam. Could you throw any more light on that? We have increased our assistance to the government. It's logistics. We have not sent combat troops there. Quand Kennedy envoie des soldats américains pour entraîner les troupes sud-vietnamiennes, presque secrètement, nous sommes à peine 2 ans avant son assassinat. Mais l'implication des États-Unis au Vietnam ne faisait que commencer. Saigon, la capitale de Diem, vit de nouveau dans la terreur. Les coups de main du Viet Cong sont de plus en plus nombreux, de plus en plus audacieux. L'Amérique, pour sa part, engloutit ses dollars par millions pour soutenir le régime Diem. Avec un matériel considérable, des instructeurs sans cesse plus nombreux encadrent les soldats de Diem. En 1963 donc, Kennedy est remplacé par son vice-président, Lyndon Johnson, qui hérite de sa popularité en promettant de poursuivre sa politique sociale. No words are strong enough to express our determination to continue the forward thrust of America that he began. Mais il hérite aussi de la guerre secrète au Vietnam, qui commence à devenir un vrai bourbier. Habitués à la végétation dense qui recouvre l'île, les soldats ennemis savent en effet très bien tirer parti du terrain. Ils multiplient les embuscades, les frappes à courte portée, et peu importe que Johnson décide, dès 1964, d'intensifier l'épandage d'agents orange, un puissant herbicide déversé sur le pays depuis Kennedy pour détruire leur végétation et leur agriculture, peu importe aussi qu'il couple ça avec l'envoi de rasades de napalm, les combattants du Nord-Vietnam parviennent toujours à disparaître dans les fourrés. Et ça, au point qu'en mai 64, le 37e président des États-Unis d'Amérique lâche à un de ses conseillers qu'il ne sait plus quoi faire. D'autant que, à cette époque, il aimerait consacrer le budget de l'État à un autre projet, son ambitieux programme social, The Great Society, qu'il présente le même mois au public. The Great Society rests on abundance and liberty for all. It demands an end to poverty and racial injustice. Poverty must not be a bar to learning. And learning must offer an escape from poverty. Pourtant, alors que les programmes pro-guerre se multiplient à la télévision, devenue une norme dans les foyers, Johnson se rend compte qu'il ne veut pas être le premier président américain à perdre une guerre et cherche un prétexte pour l'intensifier. Et ce prétexte, il le trouve peu de temps après. Début août 1964, Lyndon Johnson l'assure dans une annonce officielle, 2 navires de guerre américains viennent d'être ciblés dans les eaux internationales par les forces nord-vietnamiennes. This new act of aggression, aimed directly at our own forces, again brings home to all of us in the United States
the importance of the struggle for peace and security in Southeast Asia. The determination of all Americans to carry out our full commitment to the people and to the government of South Vietnam will be redoubled by this outrage. Il s'agit cependant d'un mensonge. D'abord car le premier destroyer était plutôt dans les eaux vietnamiennes où il effectuait une mission d'espionnage. Mais aussi car la marine n'est même pas sûre que l'attaque du second bateau ait bien eu lieu. Pourtant, ces déclarations suffisent à Johnson pour obtenir les coudées franches sur la situation vietnamienne. The US sorties were launched for one purpose, as a warning to the communists that unprovoked attacks will bring prompt response. Le 7 août, le Congrès américain lui confère les pleins pouvoirs militaires, et dans la foulée, il commence à augmenter les dépenses liées à la guerre. Il lance la longue campagne de bombardement Opération Rolling Thunder, et envoie des dizaines de milliers de soldats dans les premiers mois de l'année 1965. We have made a national pledge to help South Vietnam defend its independence, and I intend to keep that promise. C'est une année cruciale pour la guerre, où les États-Unis s'engagent pleinement et publiquement dans la région, avec une couverture télévisée sans précédent qui emmène les bombardements dans le salon des Américains. They are the first actual ground combat troops to enter the country. The area we're going to bomb is only about 70 miles from Da Nang Air Base. Johnson a tendance à gonfler les chiffres des pertes nord-vietnamiennes et va jusqu'à engueuler les journalistes qui révèlent les incohérences de son discours ou qui donnent une image négative de l'action américaine au Vietnam. La chaîne CBS, par exemple, a envoyé son reporter Morley Safer dans les villages vietnamiens pour y montrer la réalité de la guerre. We're on the outskirts of the village of Cam Ni with elements of the 1st Battalion 9th Marines. And we were walking into this village when you can hear what happened. Son reportage du 9 août 1965, montrant des soldats américains brûler des maisons dans le village de Cam Ni, choque le pays. This is what the war in Vietnam is all about. The old and the very young. The Marines have burned this old couple's cottage because fire was coming from here. L'Américain moyen voit pour la première fois de ses propres yeux la brutalité de cette guerre, les civils qui en souffrent, mais aussi que les soldats américains ne sont pas toujours altruistes, au contraire. 150 homes were leveled in retaliation for a burst of gunfire. Did you set fire to these houses here? No, we were just off to the left when it was burning. Were you getting fire from them? Somewhat, not too much, just a little sniper fire. The day's operation burned down 150 houses, wounded 3 women, killed 1 baby, wounded 1 Marine, and netted these 4 prisoners. Le président, fou de rage, appelle le patron de la chaîne dès le lendemain et lâche « Frank, tu essaies de me baiser ?» Il accuse rapidement Morley Safer d'être communiste et de, je cite, « chier sur le drapeau ». Évidemment, cela pousse les équipes de CBS à continuer à montrer la réalité du conflit. Today's operation is the frustration of Vietnam in miniature. There is little doubt that American firepower can win a military victory here. But to a Vietnamese peasant whose home means a lifetime of backbreaking labor, it will take more than presidential promises to convince him that we are on his side. Mais ces critiques restaient malgré tout très rares à l'époque. Même dans les rangs des médias à cette époque, on avait tendance à prendre les paroles du président pour argent comptant. Résultat, 4 ans après le discours de Kennedy sur le devoir des États-Unis de protéger le monde du communisme, plus de 500 000 militaires américains sont déployés au Vietnam, et la majorité des Américains considèrent que combattre en Asie du Sud-Est est une bonne idée. Beaucoup d'ailleurs ne s'en préoccupent même pas, le conflit était bien trop loin pour s'en soucier. I know very little about it over there, I'll tell you. And the less I know, the better off I'll be. I don't even know who we're fighting for over there, to be real honest with you. I think we're fighting for the North Vietnamese, ain't we? Mais derrière cette majorité, on commençait à voir les premières contestations. Universités du Michigan, de Chicago, Yale, Harvard, Princeton, dès 1964, les manifestations des étudiants contre la guerre commençaient déjà à se multiplier, et elles vont s'intensifier lorsque la réalité de la guerre devient de plus en plus apparente pour certains. Anti-war demonstrators protest U.S. involvement in the Vietnam War, in mass marches, rallies and demonstrations. Dans le pays, des étudiants critiquent les incohérences de Johnson, organisent des débats nocturnes, des marches et rejoignent des groupes militants
comme le SDS, Students for a Democratic Society. De plus en plus brûlent aussi leurs cartes de conscription obligatoire, les fameuses draft cards. Before the parade, mass draft card burning was urged. Demonstrators claimed 200 cards were burned. Depuis plusieurs années, les jeunes Américains ont en effet l'obligation de s'inscrire dans l'armée, risquant d'être envoyés au front et de subir le même sort que les 2000 soldats américains qui sont alors déjà morts dès les premières années du conflit. The Army will call up 45,000 youngsters next month alone, nearly all bound for Vietnam. The ultimate decision on who will go and who won't lies with the draft boards, usually made up of wealthy local businessmen who meet in their spare time to hear appeals. Des menaces qui poussent les étudiants à rejoindre massivement ce qu'on appelait les Doves, ou Colombes, le surnom de ceux qui, en opposition aux Hawks, les Faucons, sont contre la guerre. The anti-war marchers were picketed by anti-war marchers who were hawkish toward the parading Doves. Ils ne sont pourtant pas les premiers concernés. Pour pousser les jeunes vers des carrières jugées essentielles au pays, le système de draft prévoit des mécanismes de sursis pour les étudiants. Ce sont donc le plus souvent les enfants d'ouvriers ou les minorités raciales qui gonflent les rangs des forces armées. If you're between 19 and 26, you're eligible, unless you can show that you're at college, that you're married with a child, that you have a pregnant wife, that your job is essential to America's war effort, or that your call-up will bring hardship. Des disparités basées sur le porte-monnaie qui créent des tensions dans la société. Le 4 avril 1967, après beaucoup d'hésitations, le pasteur Martin Luther King Jr., figure du mouvement des droits civiques, décide alors de se mobiliser dans un sermon prononcé devant de nombreux fidèles à l'église Riverside au nord de Manhattan. My conscience leaves me no other choice. A time comes when silence is betrayal. That time has come for us in relation to Vietnam. Martin Luther King Jr. devient alors porte-voix des protestations contre le Vietnam et soulève une question glaciale: comment les États-Unis peuvent prétendre défendre la liberté tout en entretenant autant d'inégalités? We were taking the black young men who had been crippled by society and sending them 8,000 miles away to guarantee liberties in Southeast Asia, which they had not found in Southwest Georgia and East Harlem. Surtout que, à cette époque, la guerre coûte si cher que tout le monde commence à remarquer qu'elle ralentit le grand projet de Johnson, celui de la lutte contre le racisme et la pauvreté. La voix de Luther King fait donc écho et des centaines de milliers de manifestants le rejoignent à Central Park pour une marche historique. Let us save our national honor. Stop the bombing and stop the war. Let us save American lives and Vietnamese lives. Let us take a single instantaneous step to the peace table. Stop the bombing. Luther King est donc soutenu idéologiquement par les leaders religieux progressistes, les intellectuels libéraux ou encore par un champion de boxe, Mohamed Ali, qui cette année-là vient d'être déchu de ses titres et condamné à de la prison pour avoir refusé de combattre au Vietnam. Why should me and other so-called Negroes go 10,000 miles away from home here in America to drop bombs and bullets on other innocent brown people who's never bothered us? And I will say directly, no, I will not go 10,000 miles to help kill innocent people. La génération précédente voit en effet d'un mauvais œil les membres de ce mouvement contestataire. D'autant que, à l'été 1967, le monde entier va en entendre parler. Baby, this is the sunset. Baby, this is the sunset. Our hands are tied together, tightly wrapped around each other. Près de 100 000 d'entre eux décident en effet de se rendre à la série de festivals qui doit se passer à San Francisco pour un été dont l'histoire se souviendra comme le Summer of Love. Well, I think what's happening in San Francisco is the only meaningful thing that's happening in this country, and quite possibly the world. Là-bas, comme beaucoup de jeunes san-franciscains, ils portent les cheveux longs, portent des vêtements colorés, se droguent et écoutent un nouveau type de musique submersive, le rock'n'roll, souvent venu d'outre-Atlantique. Ils illustrent alors, au travers de ces pratiques, les valeurs d'un mouvement de contre-culture qui s'est développé en parallèle. Le mouvement hippie, qui milite pour la fin de la guerre du Vietnam, oui, mais aussi pour la liberté sexuelle, le désarmement de la police
l'ouverture d'esprit liée aux substances, ou encore le rejet des normes matérialistes de la génération précédente, la Silent Generation, comme ils l'appellent, ou génération silencieuse. These people feel that if an atmosphere of love can be established, then the world's problems will dissolve. And they do exemplify it in their lives. Alors bien sûr, les hippies représentaient une minorité, mais leur message pouvait résonner avec une bonne partie de la jeunesse de l'époque. Car au final, la guerre du Vietnam devient le point culminant des contre-cultures des années 60. Les baby-boomers deviennent jeunes adultes, ils ont grandi dans la peur de la guerre froide, et réalisent que l'Amérique que leurs grands-parents avaient promise ne correspond pas à la réalité. Ken, why do you plan to burn your personal check in front of the Internal Revenue Service building here in Madison this morning? Well, I would like to protest against the income tax system because of where most of the money goes. 50 cents on the dollar goes for what the government likes to call national defense, euphemistically defense, and 10% is earmarked especially for Vietnam, which I consider to be an immoral war. C'est une désillusion générale. Bien sûr, les mouvements contestataires existaient déjà avant la guerre. La lutte pour les droits civiques, par exemple, était déjà bien engagée dans le milieu des années 50. Et la Beat Generation était déjà précurseur de la libération sexuelle des 60s. Mais le Vietnam et la perte de confiance générale envers les institutions qui s'en est suivie a été un catalyseur pour soulever presque toute une génération en même temps et créer un mouvement de masse. Avec un accès sans précédent à l'éducation supérieure et à de nouvelles sources d'information, ce sont des millions de jeunes qui peuvent faire entendre leur voix pour tenter de convertir une minorité en une majorité. One of the largest peace demonstrations in history was held last October in Washington. More than 50,000 persons took part, and thousands of them marched on the Pentagon to protest the war. Lyndon Johnson is a common murderer, and he should be arrested for murder. Our country is now in the situation that Germany was in the 40s. We're committing mass murder. Même la musique reflétait leurs valeurs anticonformistes jusqu'à devenir militante. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. Pour la génération qu'ils critiquent, pas de doute, ces jeunes pourri gâtés menacent tout ce en quoi ils ont cru toute leur vie. La famille, l'ordre, la démocratie, l'armée américaine, le rêve américain. Pour beaucoup, c'est une insulte à la patrie. All that's in the news is the fact that our country's sick of this and sick of that. It's the young people are all the ones that are standing up. And there is a silent majority which is no longer silent. We're the people who are wanting to show that man deserves freedom no matter where he is. Car beaucoup continuent de croire au discours que Johnson et sa bande balancent à la télévision. A new phase is now starting. We have reached an important point when the end begins to come into view. Make no mistake about it. We are going to win. Des positions aux antipodes qui ne semblent d'ailleurs pas prêtes d'évoluer. Mais ça, c'est sans compter sur un événement qui va bouleverser le cours de l'histoire. Because of the critical war situation in Vietnam, especially around Saigon, NBC for the next 15 minutes is going to bring you a special news program via satellite. Fin janvier 1968, les forces nord-vietnamiennes lancent une série d'offensives surprises sur presque tout le territoire du Vietnam du Sud. Leur objectif, attaquer simultanément près de 100 villes, dont la capitale, Saigon. Just after midnight their time, a band of Viet Cong raiders blew up a power installation and attacked 2 police stations in Saigon. It all amounts to the most ambitious series of communist attacks yet mounted, spreading violence into at least 10 provincial capitals, plus American air bases and civilian installations. Et s'ils échouent sur la durée à en conserver une seule, ils réussissent autre chose. Les attaques étaient perpétrées dans les villes où les médias ont leurs bureaux, et cette fois, ils voient tout. Ils voient tout, ils filment tout, et grâce au développement exponentiel de la télé ces dernières années, ils diffusent tout dans les foyers américains. Les Américains découvrent alors effarés que le président leur a menti et que, vu l'ampleur de l'attaque, la guerre est loin d'être finie. C'est en tout cas ce que leur font comprendre les médias, qui commencent à populariser le terme de credibility gap, représentant le gouffre entre la version officielle et la réalité du terrain. Just hoping to stay alive from day to day. I just want to go back home and go to school. That is. You lost any friends? Quite a few. We lost one the other day.
whole thing stinks, really. Mais aussi celui qui est surnommé par certains l'homme le plus fiable d'Amérique, l'animateur très influent Walter Cronkite de CBS, qui s'était lui-même rendu sur place et qui remet les pendules à l'heure le 26 février 1968. For it seems now more certain than ever that the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate. It is increasingly clear to this reporter that the only rational way out then will be to negotiate, not as victors, but as an honorable people who lived up to their pledge to defend democracy and did the best they could. Et alors que les élections présidentielles arrivent à vitesse grand V, Lyndon Johnson se rend à l'évidence. Il aurait prononcé ces mots : « Si j'ai perdu Cronkite, j'ai perdu l'Américain moyen. » Il décide donc, peu de temps après, de faire une annonce à laquelle personne ne s'attendait. Good evening, my fellow Americans. Tonight I want to speak to you of peace in Vietnam and Southeast Asia. No other question so preoccupies our people. No other dream so absorbs the 250 million human beings who live in that part of the world. No other goal motivates American policy in Southeast Asia. Accordingly, I shall not seek, and I will not accept, the nomination of my party for another term as your president. Ce discours n'est que le début de l'intensification du mouvement contre la guerre. Un sondage paru 3 mois plus tard confirme que 53% des Américains sont désormais contre la guerre, convaincus que l'envoi de troupes américaines était une erreur. Les manifestations se multiplient, parfois réprimées violemment par la police, créant des images semblables à une guerre non plus en Asie, mais au sein même des États-Unis. And the police clearing off the sidewalks in front of the Hilton. Et pendant ce temps, Richard Nixon profite du climat tendu pour promettre la paix au Vietnam. If you do become president, would you consider using atomic weapons in Vietnam? No. I would not consider using atomic weapons in Vietnam, and I'll go further. I take a very firm line on Vietnam, as you probably are aware. The goal of the United States in Vietnam must be to end this war in a way that does not produce a bigger war or another war. Des discours qui lui permettent de remporter la majorité des États lors des élections de 1968. We want to bridge the generation gap. We want to bridge the gap between the races. We want to bring America together. And I am confident that this task is one that we can undertake and one in which we will be successful. Sa première année à la Maison-Blanche fait toutefois face à un rejet grandissant du conflit. Le nombre de soldats envoyés sur place continuait d'augmenter. Tandis qu'une édition de Life Magazine montrait des photos des 242 soldats morts en seulement une semaine. Quelques mois plus tard, le festival de Woodstock marque l'apogée du mouvement hippie et met les discours anti-guerre sur le devant de la scène. The important thing that you've proven to the world, 500,000 young people can get together and have 3 days of fun and music, and have nothing but fun and music, and I God bless you for it. Enfin, à l'automne de cette même année, la toute première manifestation nationale contre la guerre s'organise. Washington, Boston, New York, sur tout le territoire, c'est 2 millions d'étudiants, d'avocats, de politiciens, d'employés de classe moyenne, de banquiers, même de célébrités, qui se réunissent. Ils pleurent les 38 000 Américains déjà morts au combat, réclament le retour des troupes à la maison, et surtout
que le nouveau président américain respecte sa promesse de mettre fin à la guerre. L'Amérique et son président ont ainsi découvert que les opposants au conflit vietnamien n'étaient pas seulement des intellectuels pacifistes ou des contestataires barbus, mais également des avocats célèbres et de respectables banquiers. What brought you to the rally? Well, I served 9 months in Vietnam, and I felt that we should not be there. I wanted to be a part of it and be one of the numbers that was there to oppose it. I saw the atrocities that were being committed by the Viet Cong. I also saw the atrocities being committed by us. Même au sein du gouvernement, des employés et leurs familles se rassemblent par milliers devant le Capitole pour demander la fin de la guerre. Agacé, Nixon souhaite répondre à leurs exigences, mais à sa manière. Dans un discours prononcé pour freiner l'élan à la protestation, il donne un nom à sa stratégie, la vietnamisation, une politique de désengagement progressif qui doit se dérouler en parallèle d'un renforcement des forces alliées afin d'obtenir, je cite, « une paix dans l'honneur ». Tout ça avant de discréditer les manifestants qu'il présente comme une minorité bruyante qui se fiche de la démocratie. Des privilégiés qui sont d'ailleurs déconnectés des enjeux de la guerre grâce au sursis. For almost 200 years, the policy of this nation has been made under our Constitution by those leaders in the Congress and the White House elected by all the people. If a vocal minority, however fervent its cause, prevails over reason and the will of the majority, this nation has no future as a free society. And so tonight, to you, the great silent majority of my fellow Americans, I ask for your support. Des mots choisis pour monter la population contre les manifestants et qui, malgré les protestations, fait augmenter sa cote de popularité. L'Amérique est officiellement scindée en deux. You see, the people in this country aren't fighting a Vietnam War. The government's fighting it. Well, the government is the people, supposedly, but in this instance it is not. Not anymore, it's not. No, I agree with you. It is not. Not in this situation, it's not. Shouldn't I let my government know that I think they're crazy? I think they are insane, really. This is an insane thing we're doing. Le 30 avril 1970, Nixon annonce l'invasion du Cambodge, mesure décidée dans le cadre de la vietnamisation pour affaiblir un allié stratégique du Nord-Vietnam. Le 1er mai, des étudiants se rassemblent à l'université de Kent, dans l'Ohio, pour dénoncer ce qu'ils voient comme une extension de la guerre. Après des affrontements avec la police et plusieurs débordements, la garde nationale débarque le lendemain. Ces hommes sont armés à balles réelles. We'll talk as soon as we get this settled down. Who wants people shot? Alors que les contestations durent plusieurs jours et que les tensions augmentent, la garde, sous pression, tire 67 fois, tuant 4 étudiants en plein milieu du campus. And all of a sudden I heard the shooting. Des images choquantes qui font le tour du pays. Des soldats américains ont abattu leurs propres citoyens, des jeunes d'à peine 19 et 20 ans. Les jours qui suivent, des millions d'étudiants remplissent les rues et les campus autour du pays, souvent face à la garde nationale qui n'apaise pas vraiment les tensions. Si les images du massacre de Kent State ont suffi pour retourner une partie de l'opinion publique, ces exactions sont suivies quelques jours plus tard par la plus grande manifestation pro-guerre de la période, la Hard Hat Riot, littéralement l'émeute des casques de chantier. Le 8 mai, environ 400 ouvriers et 800 employés de bureaux attaquent des manifestants au sud de New York. Des ouvriers, catégorie la plus draftée, qui reprochent aux manifestants anti-guerre de prendre position sur un sujet qui ne les concerne pas vraiment. Mais aussi de parler des soldats comme de tueurs sanguinaires alors que eux risquent leur vie pour le pays. Tout ça avant de traquer tous les hippies aux cheveux longs qu'ils croisent et de leur faire passer un tabac. Des milliers de gens s'affrontent dans la rue, dans une journée que certains voient comme la naissance des guerres culturelles actuelles. 70 manifestants contre la guerre sont envoyés à l'hôpital. La presse parle alors de vendredi sanglant. Anybody can take a Viet Cong flag and fly it and wave it and bring it up this avenue and get away with it. And get away with it. That's unpatriotic to me. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à être exaspérés par les manifestants qui se font de plus en plus entendre, car à la question posée peu de temps après par un institut de sondage, est-ce que les étudiants décédés à l'université de Kent sont responsables de leur mort, c'est 58% de la population qui répond oui. Parmi eux donc, de nombreux Américains qui sont pourtant pour l'arrêt de la guerre, mais qui détestent cette nouvelle génération ou leur manière de manifester.
Face à l'augmentation de la violence et de leurs affrontements avec la police, ils sont en effet persuadés d'une chose, que ces têtes brûlées sont plus que jamais une menace pour les institutions américaines. The best thing that happened to this country. Everybody gets together and stands behind the president. God bless and I love her, America. L'Amérique se déchire, non plus entre pro et anti-gouvernement, mais entre deux générations qui n'ont plus la même vision. Même les soldats s'opposent, entre ceux qui sont là pour gagner la guerre, prêts à tout pour leur pays. My feeling for America just soared because of the way they look determined and reverent at the same time, but still they're a bloody good bunch of killers. Et ceux qui ont vu leurs collègues mourir au front, rentrant aux États-Unis en ayant complètement perdu confiance en leurs institutions. I was so proud to be an American, you know, and I was so proud to be a Marine and in uniform standing there at attention. That represented so much to me in the way of life, and that's gone, you know, and that hurt. That hurts. That's what I'm bitter about. Dans les manifestations, des groupes de vétérans vont jusqu'à jeter leurs médailles. And I was there with them. Et si l'image des institutions a été suffisamment écornée par l'ère Johnson, elles étaient sur le point de s'effondrer davantage. Car lorsque le New York Times publie, le 13 juin 1971, une série d'articles baptisés Pentagon Papers, la chute est brutale. Basé sur la fuite de documents officiels du gouvernement, ce feuilleton journalistique révèle ce que beaucoup ne veulent pas voir. Les Américains découvrent que le manque de transparence ne date pas seulement du gouvernement précédent, mais aussi d'hommes à qui ils vouaient un culte. Comme Truman, qui a fait du Vietnam une priorité dès 1950 sans le dire à sa population, ou Eisenhower qui s'est appliqué à saboter en 1954 des efforts de paix entre le Nord et le Sud, et même Kennedy qui, lui, a intensifié le conflit alors qu'il doutait profondément qu'une issue favorable soit possible. Sans oublier que les documents révèlent aussi les vraies motivations des États-Unis dans ce conflit, loin du discours héroïque et altruiste servi depuis des années. On peut y lire par exemple « Objectif des États-Unis à 70%, éviter une défaite humiliante des États-Unis pour notre réputation de garant. À 20%, garder les territoires du Sud-Vietnam et les territoires adjacents hors des mains des Chinois. Et à 10% seulement, permettre au peuple du Sud-Vietnam de jouir d'un mode de vie meilleur et plus libre. » Des révélations qui font l'effet d'une bombe qui n'entache pas cette fois que la réputation d'un seul président, mais bien celle de la fonction en elle-même. D'autant que, peu de temps après, une affaire de cambriolage dans les bureaux du Watergate commence à faire parler d'elle. 5 men were arrested early Saturday while trying to install eavesdropping equipment at the Democratic National Committee. And it turns out that one of them has an office in the headquarters of the Committee for the Re-election of the President. The same man holds a contract to provide security services to the Republican National Committee. No one has proved that the Republicans are behind the break-in, but tomorrow the Democrats are expected to file some sort of legal action against the GOP anyway. La confiance envers le gouvernement est officiellement en chute libre. Chaque fois que le président Nixon parle à la télévision, c'est fréquent, toute l'Amérique attend pour savoir si enfin il y aura quelque chose de nouveau. Le lendemain, après les mêmes arguments, souvent les mêmes phrases, les mêmes contre-arguments des adversaires, la presse titre « Rien de nouveau ». La vietnamisation, donc la guerre, continue. Pendant ce temps, les reportages sur le terrain au Vietnam se multiplient, montrant en image les horreurs de la guerre causée par les forces américaines. Pour beaucoup, les Américains sont des envahisseurs plus qu'autre chose. Même certains militants se rendent sur place pour voir la réalité de leurs propres yeux, comme l'actrice Jane Fonda, qui a rencontré les soldats, civils et prisonniers de guerre pour dénoncer les bombardements américains. Un voyage très controversé pour beaucoup de personnes aux États-Unis. On reproche à Jane Fonda, vous la voyez ici, de s'être rendue au Nord-Vietnam et de s'être surtout livrée à Hanoï à toute une série de déclarations que l'on juge à Washington anti-américaines. L'actrice a passé 2 semaines à Hanoï, elle a parcouru pratiquement d'ailleurs tout le Nord-Vietnam, et après ces 2 semaines passées là-haut, elle rentre à Paris, où elle a décidé de tenir une conférence de presse dont elle dit déjà qu'elle contiendra de nombreuses révélations. Mais malgré le conflit intergénérationnel aux États-Unis, soutenir les actions du gouvernement devient de plus en plus difficile. À la fin de l'année 1972, ça y est, c'est pas moins de 60% de la population qui réclame d'une même voix une chose, la fin du conflit. Good evening. We today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam.
The agreement will be formally signed by the parties participating in the Paris Conference on Vietnam on January 27, 1973, at the International Conference Center in Paris. The ceasefire will take effect at 2400 Greenwich Mean Time, January 27, 1973. Aux États-Unis, l'accord de la signature prochaine des accords de paix soulage tout le monde. Des années de mensonges après le début du conflit, personne ne s'attend pourtant à ce qu'il dure. En pleine campagne électorale, Nixon s'était pourtant démené pour les obtenir. Il n'a en effet pas hésité à faire comprendre aux communistes qu'ils n'interviendraient plus dans le coin, ni même à les inciter simplement à attendre, je cite, un intervalle décent d'1 ou 2 ans avant de lancer l'offensive finale. Beaucoup de concessions pour les États-Unis donc. Le président parvient néanmoins à faire libérer des centaines de prisonniers de guerre au Vietnam, une petite victoire à souligner. Alors lorsqu'en janvier 1973, il se présente à la conférence de presse qui suit l'annonce de leur signature, le président nouvellement réélu s'attend à une ovation. Mais il se trompe. Dans la salle, la majorité des questions ne portent en effet pas sur le retour des troupes qui s'apprêtent à débuter, mais plutôt sur cette autre affaire qui commence à attirer l'attention des Américains. Car le 8 janvier 1973, le procès des cambrioleurs de l'immeuble du Watergate a en effet commencé. Un rappel pour tous des nombreuses révélations du Washington Post sur le dossier. Le journal a notamment dévoilé au mois d'août qu'un chèque de $25 000 destiné à la campagne de Nixon s'était retrouvé sur le compte d'un des cambrioleurs. Pire, 2 mois après, que l'effraction était liée à une tentative des républicains d'espionner les démocrates. Des découvertes qui amènent bientôt pas mal de monde à se poser une question. What did the president know and when did he know it? Et même si, en juillet 1973, la conscription obligatoire prend officiellement fin, même si le Congrès parvient en novembre à faire passer la War Powers Resolution, une loi qui oblige tout président à lui demander son accord pour initier une guerre à l'étranger, ça ne suffit pas pour faire oublier un fait, celui que le président en exercice est encore soupçonné d'avoir favorisé ses intérêts à ceux de la nation. Et surtout, d'avoir menti à sa population une fois de plus. The Nixon presidency is virtually being overtaken by events tonight. I had no prior knowledge of the Watergate break-in. I neither took part in nor knew about any of the subsequent cover-up activities. Et ce, surtout que, depuis qu'un de ses collaborateurs en a révélé l'existence, Nixon refuse de transmettre à la justice des enregistrements de conversations qu'il a eus dans son bureau. Nixon est dans la tourmente pendant plus d'1 an, la presse ne le lâche pas, y compris lors d'une conférence à Disney World, parmi tous les endroits possibles, où il a dû prononcer ces mots devenus célèbres. Le 30 juin 1974, une procédure de destitution est donc lancée. Nixon démissionne dans la foulée. Always remember, others may hate you. But those who hate you don't win unless you hate them. And then you destroy yourself. C'est à peine 9 mois avant que les Nord-Vietnamiens lancent l'offensive finale sur la capitale, Saigon, aussitôt renommée Ho Chi Minh Ville, d'après le nom du leader historique du Parti communiste. Débarrassés du gros des troupes américaines, les Nord-Vietnamiens en ont en effet profité pour lancer, dès janvier, une invasion massive du Sud. Les quelques Américains encore présents sur le territoire sont donc obligés de fuir par les airs, tandis que de nombreux Sud-Vietnamiens, paniqués, tentent de rejoindre leurs avions et hélicoptères. Reports from Saigon said thousands of people were roaming Da Nang airfield. Stampede of terrorized people tried to storm the plane. The pilots reported by radio that the situation was out of control. Men clambered over one another. Members of the air crew dragged them onto the plane, trying to fill it as fast as possible. Des images humiliantes qui s'ajoutent à toutes les autres traumatisantes que les Américains ont vu passer au cours du conflit. Après plus de 10 ans de débâcle et 58 000 victimes américaines, en plus des dizaines de milliers de civils vietnamiens tués, l'Amérique peut enfin souffler. La guerre est terminée. Mais les traumatismes à long terme qu'elle a causés sont permanents, à la fois pour les soldats américains, les Sud-Vietnamiens qui ont combattu à leur côté, ou les millions qui ont fui le Vietnam communiste pour s'installer aux États-Unis ou ailleurs, loin de chez eux. Mais aussi, le conflit culturel que la guerre a engendré, lui, ne faisait que de commencer. Dans les années qui suivent, les films autocritiques de réalisateurs à tendance progressiste se multiplient. Platoon, Apocalypse Now, Full Metal Jacket, ils tentent de présenter une vision réaliste de la guerre. Ils s'attardent aussi longtemps sur la manière dont un tel conflit peut changer un homme, et ça, quitte à écorner l'image du pays.
You smell that? Napalm, son! Nothing else in the world smells like that! I love the smell of napalm in the morning. Même certains films grand public, dont l'intrigue se passe bien loin du Vietnam, critiquent aussi l'impérialisme américain. The good guys are the rebels. They're using asymmetric warfare against a highly organized empire. I think we call those guys terrorists today. When I did it, they were Viet Cong. Exactly. We're fighting the largest empire in the world. Right. And we're just a bunch of hayseeds in coonskin hats who don't know nothing. That's right. And it was the same thing with the Vietnamese. Yep. The irony of that one is in both of those, the little guys won. Right. The American Empire lost. Yeah. That was the whole point. Et d'autres, comme Taxi Driver ou le premier Rambo, mettent en avant l'abandon des vétérans par le gouvernement et les effets psychologiques de la guerre. Honorable discharge, May 1973. Were you in the Army? Marines. Des productions qui se confrontent, au milieu des années 80, à un courant cinématographique plus patriotique, celui des conservateurs qui cherchent à réconcilier les Américains avec leurs soldats. Soldats qui auraient peut-être été manipulés par les élites pour participer à cette guerre injuste, mais dont le patriotisme mérite le respect. The war, everything that happened here may be wrong, but damn it, don't hate your country for it. Hey, I die for it. Aujourd'hui, 50 ans ont passé depuis la fin de la guerre, et ses conséquences sur la société américaine se font encore sentir. Les Américains n'ont jamais retrouvé leur confiance en leur président, qui n'a fait depuis que baisser. Le pays souffre encore de ce qu'on appelle le syndrome du Vietnam, une réticence claire du public à voir son pays s'engager dans des opérations militaires à l'étranger. De la guerre du Golfe à l'Afghanistan, en passant par l'Irak, chaque conflit a fait remonter les mauvais souvenirs du Vietnam et ranimer des divisions au sein du pays. Do you think that America is ripe for a revolt? Will a revolution put this nation back on track? Well, we need a revolt at the ballot box is what we need. Le clivage politique que la guerre du Vietnam a généré continue de structurer la vie politique américaine. Aujourd'hui, personne ne conteste le fait que mettre d'accord deux Américains est souvent impossible. Seul le temps nous permettra de savoir lequel des deux camps a raison, s'il y en a un. Car en 2026, il y a bien une chose sur laquelle la majorité des Américains sont d'accord, l'engagement des États-Unis au Vietnam était une erreur.